Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères, nous allons solliciter votre expertise dans ce domaine. C'est gentil de votre part. 2017 sera une grande année. Le 20 janvier, Donald Trump deviendra le 45e président des États-Unis. Quelle opinion, quel jugement vous portez sur Donald Trump, Bernard Kouchner? Il n'y a pas de quoi se vanter. Hein. C'est vrai? Enfin, on verra bien, mais les premiers mouvements, si j'ose dire, de sa pensée sont inquiétants. Lesquels? Eh bien, sa façon de ne pas respecter l'intégrité chinoise, la façon dont il a réagi à un certain nombre d'événements qui prouvent que la brutalité n'est pas loin. La réflexion, elle, est très lointaine. Hein. Il vous fait peur? Qu'est-ce qui va se faire? On n'en sait rien. Non. Qu'est-ce qu'il va penser? Ne pas respecter l'intégrité. On n'a pas eu. Pardon? Ne pas respecter l'intégrité chinoise, disiez-vous. Oui, c'est-à-dire de parler à Taïwan. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi, en moment, de dire aux Chinois, voilà, vous n'êtes pas les maîtres du monde, vous n'allez pas tout acheter, oui, vous n'allez pas vous comporter comme les nouveaux patrons, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? On interdit l'entrée des produits chinois aux États-Unis. On fait une importation de plus. Allons, il faut au contraire essayer de détendre l'atmosphère. Nous avons vu M. Obama avec Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Ça, c'est un très joli geste, 75 ans après Pearl Harbor. Mais pendant ce temps-là, entre le Japon et la Chine, la situation se tend. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. J'espère peur de Donald Trump. Il va démentir l'impression de vacuité personnelle. Il vous fait peur? Il faut en avoir peur? Je parle du président Trump. Trump, oui. Il vous fait peur? The elect president. Il n'est pas encore président. Mais non, ça va se voir très vite. Est-ce que vous avez peur des choses qu'il peut faire derrière, forme de caricature du personnage, derrière les propos outranciers? Oui, enfin, on peut toujours penser qu'il a été caricatural parce qu'il voulait être élu. C'est souvent le cas. Chez nous aussi, n'est-ce pas? C'est arrivé, caricatural. Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, ça arrive encore en ce moment. Les propositions sont folles. Bon. Mais après il se rétablirait et il deviendrait intelligent et posé. Nous allons voir, j'espère, bien sûr. De manière assez spectaculaire, les États-Unis toujours ont permis l'adoption au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a quelques jours, d'une résolution condamnant la politique de colonisation que mène Israël sur ses territoires et aussi à Jérusalem-Est. C'est une abstention des États-Unis qui a permis l'adoption de cette résolution, ce que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a très mal vécu. On écoute le Premier ministre israélien. À quoi on s'attendait? Et puis évidemment, il y aura d'autres constructions. Écoutons-le. Pardon. Hier, en complète contradiction avec leur engagement, y compris l'engagement explicite du président Obama en 2011, l'administration Obama a conduit un coup anti-israélien honteux aux Nations Unies. Ça sert à quelque chose, une résolution comme ça, qui condamne la politique de colonisation d'Israël? Enfin, c'est mieux que... Oui, enfin, il ne reste pas beaucoup d'organisations internationales crédibles. Ne démolissons pas la dernière qui reste. Enfin, l'ONU, c'est très important. Ce n'est pas nouveau de condamner la politique de colonisation, enfin, l'établissement. Il y a 400 000 colons. Elle ne l'avait pas été aux Nations Unies. Oui, alors il faut trouver une solution, c'est pas simple. Hein. La France travaille depuis plus d'un an maintenant. Je vous vois rire, ça fait partie peut-être de la réponse. Mais elle a raison de travailler. John Kerry travaille. Est-ce que justement, au milieu d'un silence absolu sur une éventuelle solution, ça participe pas aussi? Est-ce que simplement même le rire qu'on peut avoir justement à ces initiatives? On ne peut pas faire la paix sans les protagonistes, sans ceux qui ne sont pas en paix. Donc, faire une conférence unilatérale ne me paraît pas la solution. Il va y en avoir une en France Il va y en avoir une en janvier. Espérons que ça réussira, mais je ne vois pas comment on pourrait faire. Quant aux résolutions, pour la première fois, en effet, Obama, avant de partir, a voulu marquer sa position très claire qu'on connaissait, non aux colonies de peuplement. Ça n'est pas forcément très élégant de faire ça. Ça n'est pas forcément très élégant de faire ça en fin de mandat. C'est compliqué la tâche de Donald Trump de la part d'Obama. C'est peut-être pas très élégant. Oui, mais on sait très bien que prendre des décisions en fin de mandat, encore une fois, caricaturer Donald Trump parce qu'il va faire le contraire. Dès qu'il en aura l'occasion, peut-être en janvier, en février, j'en sais rien, il va affirmer que lui, il défend... Je ne sais pas s'il défend les peuplements, il n'a pas été très clair là-dessus. Non. Et d'ailleurs, on a peu parlé du problème israélo-palestinien, ni de l'État d'Israël, dans la campagne, dans la dernière campagne américaine. On risque d'en parler aujourd'hui, parce qu'il y a John Kerry qui doit faire une proposition, lui aussi, c'est important On a l'impression que tout est dérisoire non, c'est pas ça, regarder. Mais il faut trouver d'autres solutions que d'aller voir les gens et s'imaginer qu'on fait la paix soi-même. Moi aussi, j'ai cru ça. Je suis allé très souvent. C'est pas comme ça, c'est que ça se passe. Il faut... D'abord, maintenant, c'est très, très, très difficile de penser à une solution avec 400 000 personnes à expulser. Hein.
Donc il faut qu'on trouve une solution avec les Palestiniens. Les Palestiniens qui jusque-là voulaient bien parler ne vont pas demeurer très longtemps en poste. Mahmoud Abbas, il est quand même un peu âgé et il faut trouver... Ce sont ces Palestiniens-là qui voudraient faire la paix. Après, ça va se compliquer. Maintenant, je n'ai pas de solution précise. Malheureusement, la gauche israélienne n'existe plus beaucoup. Les manifestations pour la paix sont inexistantes. Où va-t-on ? On va vers l'approche du Jourdain et une colonisation progressive avec des couloirs, des routes réservées pour les Israéliens et Palestiniens. C'est vraiment très triste. Mais voilà, on a loupé la paix. Pendant que, non seulement les printemps arabes, mais pendant que ça s'agitait, si ça ne se battait pas, tout le Moyen-Orient est en feu. Eh bien, le seul endroit où on n'était pas... où on était peut-être capable de se parler, c'était Israël-Palestine. Malheureusement, ils ont loupé l'occasion une fois de plus. Pour en terminer sur cette question importante, évidemment, chaque symbole compte. Déménager, comme semble vouloir le faire Donald Trump. L'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, oui, il va affirmer sa position de soutien à la politique de la droite israélienne. Oui. Et encore une fois, je déplore qu'il n'y ait pas une gauche, enfin qu'il y en ait moins qu'avant. Mais c'est pas fini tout ça. Ça prendra encore beaucoup de temps. C'est sûr que nous en reparlerons encore et nous allons parler dans la deuxième partie de cette interview du Proche-Orient dans son ensemble, parce que vous en revenez d'ailleurs, Bernard Kouchner. Et de la Syrie, forcément, avec une situation humanitaire dramatique. On l'a vu ces dernières semaines du côté d'Alep. L'info, d'abord, à 8h40 avec vous, Agathe Mabé. Au printemps dernier, ils étaient ensemble à Hiroshima. Cette fois, c'est sur l'archipel d'Hawaï, à Pearl Harbor, que Barack Obama et Shinzo Abe ont achevé de réconcilier leur pays. 75 ans après l'attaque de la base navale américaine par le Japon, le président Obama estime que l'alliance entre Tokyo et Washington n'a jamais été aussi forte. 10 enfants sont morts en Syrie ce matin dans des raids aériens sur l'est du pays. Au total, ce sont 22 civils au moins qui ont été tués dans un village tenu par Daesh dans la province de Deir ez-Zor. C'est l'OSDH, l'Observatoire des droits de l'homme, qui nous donne cette information. On ne connaît pas, en revanche, l'auteur des bombardements. Pour la première fois, des responsables russes reconnaissent en partie l'existence d'un système de dopage dans le milieu du sport dans leur pays. Alors que des milliers d'athlètes et de sportifs russes seraient concernés, ces responsables évoquent une conspiration institutionnelle mais refusent toujours de parler d'un système de dopage d'État. L'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté lance une campagne de vaccination élargie contre la méningite. Après la mort de 2 étudiants depuis le mois d'octobre à Dijon, une quarantaine de personnes en contact régulier avec les victimes sont particulièrement visées. Et puis les agriculteurs guadeloupéens vont pouvoir demander une indemnisation après les tempêtes tropicales du mois de septembre. Les cultures de fruits avaient été sinistrées. Le préfet de Guadeloupe vient de reconnaître l'état de calamité agricole. L'actualité de ce matin, vous l'entendiez, vous le voyez, nous ramène à la question de la Syrie avec ces nouveaux bombardements et la mort de civils en Syrie. On en parle forcément avec notre invité Jean-Michel Apathy. Oui, la situation humanitaire est dramatique et la situation politique ne paraît pas très claire, selon Hubert Védrine, qui a été avant vous ministre des Affaires étrangères. Vous croyez qu'un ministre des Affaires étrangères, ça arrête la guerre ? Non, je ne dis pas ça, non. Trompez-vous. Selon Hubert Védrine, si vous me laissez finir. Non, mais enfin, ça fait 5 ans que ça dure. Vous n'allez pas me laisser finir. Nous, on se réveille un petit peu tard pour s'intéresser à la situation humanitaire. La première situation humanitaire que nous aurions dû affronter, M. Apathy, c'était les réfugiés. Oui. Nous avons loupé cette occasion. Et d'avoir une position. La France ? La France ? Non, l'Europe. L'Allemagne à l'intérieur de la... Oui, l'Allemagne a eu une position, voire une action. Oui, elle a eu très héroïquement une position, il faut la saluer, et elle a sauvé l'honneur de l'Europe. Mais nous n'avons pas accueilli les réfugiés, c'était à l'Europe de le faire. Une de grandes déceptions de ces temps-ci, et il faut réagir, on ne va pas enterrer l'Europe comme ça, c'est quand même l'attitude de l'Europe ou l'inexistence de l'Europe. Face aux réfugiés, il fallait d'abord prévoir. Depuis longtemps, on sait qu'ils allaient venir, et puis il y en avait déjà qui venaient. Et nous n'avons pas eu d'attitude commune, c'est-à-dire que c'est l'égoïsme national et le nationalisme qui est revenu, au contraire, d'une attitude humanitaire et politiquement très positive. Parce que dans tout ce qu'on dit ce matin, l'Europe n'existe plus, n'existe pas.
Pour le Moyen-Orient dont nous parlions. Attendez, excusez-moi. Il n'y a pas eu d'attitude européenne. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans la discussion. Vous auriez souhaité que la France fasse comme l'Allemagne, qu'elle accueille davantage de réfugiés? Mais bien entendu, oui. La France des droits de l'homme en a accueilli le moins. Nous nous gargarisons avec les droits de l'homme, mais on enterre les droits de l'homme en même temps. Et nous avons, d'une certaine façon, enterré le droit d'asile, dont nous avons les instruments de ratification chez nous. C'est-à-dire 30 000 réfugiés. Je crois qu'il y avait été l'accueil de 30 000 réfugiés. Non, 27 000, on disait. En 3 ans. C'était rien du tout. Comment on peut l'expliquer, Bernard Kouchner? C'est la Malheureusement, nous avons cédé aux sirènes de la politique élémentaire, immédiate, épidermique. Nous avons eu peur du Front National, monsieur. Et c'est ça qui entache beaucoup, toutes ces réactions. Il ne fallait pas les accueillir, on ne voulait pas en accueillir 1 million. La première proposition, en effet, c'était 27 000. Et encore, la première proposition de Bruxelles était 7 000. Rien du tout. François Hollande a eu peur du Front National. National. Il fallait simplement les accueillir à 27, et nous n'avons pas été capables, il n'y a pas eu d'unité politique. Le président de la République a eu peur du Front National. Le président de la République et bien d'autres. Oui, c'est quand même lui qui règle les pendules. Nous nous sommes modelés dans nos réactions sur ce qui faisait que le Front National, dans la démagogie la plus noire, parce que nous n'étions pas menacés par les réfugiés. En prendre 7 000, c'était rien du tout. En prendre 23 000 non plus. Nous ne l'avons pas fait. Là, c'est brisé la solidarité européenne et beaucoup de la politique européenne. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on reproche à Angela Merkel d'avoir décidé la politique d'accueil qu'elle a décidée. Vous le voyez, ça? Oui, mais justement, il ne faut pas céder à ça, il faut expliquer. Mais vous savez, on avait accueilli 150 000 boat people. 150 000. Et qui les a accueillis? Les associations, particulièrement les associations chrétiennes. D'ailleurs, il fallait faire la même chose. On n'a pas demandé à l'État de dire au préfet « accueillez-en chez vous ». Non, on a dit petit à petit, il fallait réguler le flot. Il ne fallait pas laisser d'abord à l'Italie, puis à la Grèce, la charge du fardeau. Et il fallait avoir une attitude humaine, c'est-à-dire politique et humaine. Il y a une différence de taille par rapport au boat people, c'est que l'État islamique a, Oui, c'est qu'ils étaient musulmans. Justement, l'État islamique a introduit... Fuyait l'État islamique. L'État islamique a introduit à l'intérieur des colonnes de réfugiés quelques-uns de toute façon, qui ont mené des attentats. Oui, je sais, il fallait faire très attention. C'est pour ça qu'il fallait une attitude européenne, un screening, c'est-à-dire une espèce d'accueil bien ordonné, mais pas en laissant le fardeau aux pays de premier accueil, c'est-à-dire Italie et Grèce. Il fallait faire tout ça, c'était de la politique. Nous ne l'avons pas fait. Ce sera un reproche historique qu'on adressera à l'Europe. Bernard Kouchner, est-ce qu'il n'a pas été un peu seul, François Hollande, quand il a dit ni Daesh, ni Bachar sur la Syrie, et qu'à un moment donné, il n'a pas forcément eu beaucoup de soutien de Washington, de Moscou sur ces questions. À un moment donné, nous avons été les seuls à soutenir les Américains au moment où Bachar el-Assad avait franchi cette fameuse ligne rouge, c'est-à-dire avait bombardé à l'arme chimique les faubourgs de Damas. Août 2013. Bon, et au dernier moment, il n'a pas voulu. Mais ça, c'est autre chose. Ça n'empêchait pas d'accueillir des réfugiés. Et encore une fois, on s'imagine qu'on allait les accueillir tous, mais pas du tout. Il fallait, écoutez, le discours nationaliste, le discours de haine, le discours raciste, c'est ce qui prévaut en Europe pour le moment. Regardez ce qui se passe dans l'Europe centrale, pas seulement en Hongrie, mais partout. Il y a des réactions qui sont des réactions d'incompréhension. Or, nous aurions occupé, et nous devons continuer à nous efforcer d'occuper une place centrale, l'Europe ensemble, c'est pas seulement la France. Vous parliez de la conférence qui va avoir lieu à propos du Moyen-Orient, à propos d'Israël, mais un peu parlons de l'histoire. Pourquoi il y a eu un État d'Israël? Pourquoi on ne fait pas une démarche d'explication, d'information et européenne commune? Il n'y a pas d'attitude européenne sur le conflit palestino-israélien. Syrie, toujours pas de solution en Syrie sans intégrer aujourd'hui... la solution. Intégrer... laissez-moi finir mes phrases. Sans intégrer aujourd'hui Bachar el-Assad. Mais non, mais on n'a pas le temps, vous et moi. On est pressés, c'est vrai. Le temps passe vite. Alors, Bachar el-Assad est un acteur incontournable aujourd'hui. Mais enfin, évidemment, c'est fait. Il y a eu une réunion à Moscou, l'Iran, la Turquie, la Russie. Et bien sûr, avec Bachar el-Assad, il n'était pas à Moscou cette fois-ci, mais il s'y est déjà rendu. Voyons, c'est fait. Et sans les Américains, nous nous sommes efforcés d'être gentils. Il y a eu des réunions à Genève, etc. Et puis on savait très bien qu'il fallait attendre la sinistre chute d'Alep et le bombardement des civils. Et nous avons accepté qu'à partir de là, on commence à parler de l'avenir de la Syrie. Nous sommes dégonflés. Et parfois, on ne peut rien faire. Mais pas nous seulement. Je n'accuse pas le président François Hollande de s'être dégonflé tout seul. D'ailleurs, il ne l'a pas fait. Parfois, on ne peut rien faire face à l'histoire telle qu'elle s'écrit, dans sa brutalité. On est impuissant, peut-être. La solution, c'est
Ça veut dire c'est de rentrer dans la guerre. Non, il fallait commencer depuis le début à s'apercevoir, et on s'en était aperçu d'ailleurs, mais pas suffisamment, que M. Bachar était capable de tout, Bachar el-Assad. Et qu'il était surtout capable de bombarder à la russe, si j'ose dire, à la soviétique, à la russe, comme on veut, comme ça s'était passé à Grozny. C'est-à-dire qu'on bombarde de façon indiscriminée. On abat les maisons, les civils, les hommes, les hôpitaux, les écoles, tout ce qu'on veut. C'est ça, faire la guerre. Seul le résultat compte. Oui, seul le résultat compte. On reproche beaucoup, puisque l'affaire syrienne trouve son point de départ dans ce que l'on a appelé les printemps arabes, on reproche beaucoup aux Occidentaux, et notamment à la France, d'avoir précipité dans de mauvaises conditions la chute de Mouammar Kadhafi. Est-ce que vous partagez cette critique a posteriori ? Oui, enfin, ce que je crois, c'est qu'il fallait, en effet, c'était très juste de défendre la ville de Benghazi, parce que les bombardements de M. Kadhafi auraient fait des dizaines de milliers de morts. Mais ensuite, il fallait rester. Et nous n'avons pas persisté. C'est-à-dire que la politique d'intervention humanitaire, ou le droit d'ingérence, c'est pas de bombarder avec nos avions et de s'en aller. C'est d'essayer de favoriser une réponse et une prise de pouvoir, éventuellement, ce qui est d'ailleurs passé, parce que la première manifestation de l'après-Kadhafi était une manifestation démocratique. C'était des gens qui étaient plutôt en faveur de la démocratie, qui avaient pris le pouvoir en Libye. Mais nous ne sommes pas restés, ni les Anglais, ni les Français. L'action militaire s'est poursuivie jusqu'à la chute du colonel Kadhafi. Oui, mais l'action militaire n'est pas suffisante. C'est après qu'il faut être là, rester là, aider nos amis. Bon, on n'a pas fait ça. Vous y croyez aux rumeurs de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par Kadhafi ? Non, comment y croire ? Je lis ce qu'on sait par bribes, qu'il y a des informations contradictoires sur la somme, sur les sommes éventuelles, etc. Personnellement, j'y crois pas, mais je n'ai pas d'informations là-dessus. On parlera de la politique française dans la suite de cette interview. Dans un tout petit instant, Jean-Michel, évidemment, il y a une campagne qui arrive. Bernard Kouchner, 8h50, l'info. Ah bon, il y a une campagne qui arrive ? Des caméras sur l'uniforme des policiers pour limiter les incidents lors de leurs interventions. La mesure était testée depuis plusieurs mois déjà dans certaines communes. Elle peut maintenant être généralisée puisque le décret entre en vigueur aujourd'hui. Les policiers municipaux sont concernés, mais aussi dès le 1er janvier, les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP. L'Élysée enverra dans quelques jours ses cartes de vœux pour la nouvelle année. Des cartes de vœux dont l'impression a été confiée à Michel Catalano, l'homme pris en otage par les frères Kouachi le 9 janvier 2015 dans sa petite entreprise de Dammartin en Seine-et-Marne. C'était un souhait de François Hollande de soutenir le redémarrage de cette imprimerie. Voilà ce que dit l'entourage présidentiel. 2 actrices se sont éteintes hier soir. La française Claude Jansac, que Louis de Funès a appelée ma biche des dizaines de fois au cinéma. Elle avait 89 ans. Et puis Carrie Fisher, également pour toujours la princesse Leia dans Star Wars. À 60 ans, elle a succombé à une crise cardiaque. Au Nigeria, c'est ce qui s'appelle faire le ménage. Les autorités suppriment 50 000 postes inexistants au sein de la fonction publique. En pleine lutte contre la corruption, la mise au jour de ces 50 000 travailleurs fantômes permet au pays de récupérer près de 630 millions d'euros. Enfin, c'était le souhait du leader Maximo et c'est désormais inscrit dans la loi cubaine. Il n'y aura pas sur l'île la moindre rue, la moindre statue au nom de Fidel Castro. D'après son frère Raúl, le commandante décédé il y a un mois s'opposait à toute forme de culte de la personnalité. France Info. La suite de l'émission politique avec Bernard Kouchner sur France Info. Je vous appellerai pas ma biche, hein, Jean-Michel Apathy, rassurez-vous. Pas d'hommage à Claude Jansac ce matin, Nicolas. Mais je vous laisse la parole. Pendant les titres Bernard Kouchner, vous avez ri en entendant que Fidel Castro n'aurait pas de rue ou de place à son nom. Ils font pas de culte de la personnalité, ça fait rire quand même. Tristement rire. Bon. Vous avez croisé Fidel Castro dans sa jeunesse? Je l'ai croisé. Années 60. Oui, mais c'est pas une raison. Dans sa jeunesse, c'était un héros. Et il avait libéré son pays et il avait constitué en Amérique latine une espèce de un héros dans sa jeunesse. Parce que c'est vrai. Il était non seulement courageux, mais. Et au bout de sa vie, c'est quoi? Pardon? Un héros dans sa jeunesse et au bout de sa vie, c'est quoi? Un dictateur, absolu. Enfin, ça, c'est pas nouveau, franchement. Là aussi, il y a des gens qui ont du mal à le dire. Hein. Ah oui, il y a des gens qui pensent même que c'est pas vrai. Oui. Bon. Il y a eu un argument assez joli, je ne citerai pas la personne, mais comment 4 millions de personnes iraient visiter une dictature? Mais oui, très souvent. Qui a dit ça? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous avez oublié. Vous avez été Premier ministre, vous avez été ministre, pardon. J'aurais pu être Premier ministre, vous auriez pu être plein de choses. J'aurais dû être Premier ministre, monsieur, merci de le reconnaître. D'accord, vous avez été ministre quand François Fillon était Premier ministre et François Fillon désormais est candidat à la présidence de la République pour les Républicains. Quel regard vous portez sur François Fillon?
Comment vous le jugez comme D'abord, politique? je porte un regard très admiratif sur la manière dont la primaire de droite s'est déroulée par rapport à la primaire de gauche. Ah, elle ne s'est pas déroulée encore? Non, pas encore, mais enfin, là, on voit bien que les prémices sont un peu agitées. Faut pas insulter l'avenir, Bernard Kouchner. Pardon ? Faut pas insulter l'avenir. Ma question, c'était François Fillon. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il a gagné, donc il va... Mais ça, je sais qu'il a gagné, merci. Mais merci moi, j'ai eu de très bons rapports avec François Fillon. Ouais. Quel jugement vous avez sur la politique? Je ne partage pas toutes ses idées, loin de là. Mais il est très facile d'accès, il est très facile de discuter avec lui et d'avoir des rapports humains non exaltés du début jusqu'à la fin de la discussion. Oui. On disait la même chose de François Hollande. Oui. Mais c'était juste aussi, non, François... Oui, ça fait pas un bon président ou un mauvais d'ailleurs. En disant non exalté, vous pensiez à quelqu'un d'autre, je pense. Franchement, ne mélangeons pas. Mais il était facile de discuter avec lui aussi, oui. Vous pourriez voter pour François Fillon? Fillon décide. Hein, vous pourriez voter pour François Fillon? Pardon? Vous pourriez voter pour François Fillon? Moi, vous savez, j'ai jamais voté à droite. Mon cher, je vous l'ai déjà répondu plusieurs fois. Mais vous voulez vous obstiner. Oui, j'ai voté à droite une fois. Ah, voyez? Mais non, je vous l'ai dit aussi. J'ai voté j'ai voté en faveur de Michel Barnier, parce que je trouvais que vraiment c'était un Européen compétent et décidé. Et une seule fois dans ma vie, j'ai voté à droite. Oh là là, quelle horreur! François Hollande renonce. Mais enfin, vous savez, j'ai voté beaucoup à gauche, il n'y a pas de quoi se vanter toujours. Hein. Et alors là, vous allez voter à gauche pour la présidentielle? Bah oui, j'ai dit ça, oui. Vous allez voter pour la primaire des socialistes? Mais probablement. Vous savez pour qui déjà? Mais oui, monsieur. Et vous nous le direz ou pas? J'ai déjà dit ça aussi. Répétez-le. Pour le moment, pour Manuel Valls, mais j'attends que se développent un tout petit peu les arguments qui sont d'une démagogie les uns et les autres. Je trouve que Manuel Valls, pour qui j'ai promis de voter, sauf si je change d'avis, parce qu'il y a un type intéressant, c'est Macron aussi, si vous voulez bien. Alors parlons-en, oui, je veux bien. Parlons-en. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant, d'après vous? Parce que cette façon, que je croyais très risquée, de s'imposer en quittant il a même jamais été au Parti Socialiste, mais enfin, en quittant François Hollande, à qui il devait beaucoup, j'ai trouvé ça un peu rude. Mais finalement, il s'impose par une manière de dire les choses talentueuse, assez décidée. Il y a des choses très critiquables, garder les 35 heures, etc. Mais on n'a pas le temps de parler dans les détails. Ce qui est terrible dans cette campagne de la gauche pour les primaires de la gauche, et puis ensuite, c'est que vraiment il y a une démagogie extraordinaire. Je lis les arguments des uns et des autres et les promesses faites, on dirait le discours du Bourget. Et c'est pas un compliment. Discours de François Hollande avant l'élection présidentielle de 2012. Avec moi, oui. Mais Emmanuel Macron vous séduit. Pardon ? Emmanuel Macron vous séduit. Emmanuel Macron m'intéresse. Oui. Pour le moment, il s'agit de la primaire de la gauche, donc à l'intérieur de la gauche, en particulier du Parti socialiste. Attendons. Mais après, il y aura évidemment des idées qui vont se rejoindre. Entre Valls et Macron, il y a quand même beaucoup de similitudes. C'est-à-dire une social-démocratie, je sais que le mot est injurieux en France, enfin on ne sait pas ce que c'est pas beau, c'est caca, faut pas le dire, enfin voilà. Il se passe ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, bien avant nous, il y a 20 ans même, une gauche de la gauche avec le Parti communiste et avec des gauchistes qui se reconnaissent comme tels. D'ailleurs, je salue qu'un certain nombre n'ait pas changé d'idée, pourquoi pas. Donc une gauche qui s'installe, et puis un parti social-démocrate. Le mot veut dire simplement qu'on ne va pas se battre pour la révolution. Et encore, on ne va pas se battre non plus contre l'économie de marché, on va l'aménager. J'espère que ça se passera comme ça, mais ça prend une mauvaise tournure. Vous trouvez que le débat à l'intérieur du Parti socialiste prend une mauvaise tournure ? Oui, le débat est méchant, c'est comme ça. Hein, mais enfin, mais qu'Emmanuel Macron peut... Non, mais écoutez, toutes les idées pour lesquelles, personnellement, et dans notre... Voilà, sont en train de disparaître une par une, et en particulier les droits de l'homme, la démocratie, prendre en charge ceux qui n'ont pas notre niveau économique, tout ça, c'était de la politique. Eh ben, il faudrait le faire très vite, parce que sinon, on va mourir. Vous avez dit tout à l'heure, on s'est dégonflé, on a eu peur du Front National. Vous avez peur que dans 6 mois, Marine Le Pen soit... Non, pas du tout. Et même, je ne suis pas sûr qu'il recueille les chiffres qui sont avancés. D'abord, comme vous le savez, messieurs, des observateurs précis, les sondages se trompent tout le temps maintenant, c'est clair. C'est à partir des sondages qu'on peut rectifier. Qu'est-ce qui vous fait penser que le Front National pourrait être à un niveau moindre que celui annoncé ? Parce qu'un certain nombre de gens qui n'avaient pas d'offre de droite, si j'ose dire, traditionnelle, c'est-à-dire de François Fillon, mais qui est un homme raisonnable et qui ne se trompe pas tout le temps, je pense qu'il y aura une attirance vers les positions de François Fillon. On verra.
On verra, c'est l'élection. Pas seulement, on verra bien, j'en sais rien. C'est l'élection présidentielle qui se déroulera au mois d'avril, ça va vite, dans 4 mois maintenant. Oui, d'accord. Et que nous observerons avec attention. Merci Bernard Kouchner d'avoir accepté l'invitation de France Info.